pense qu'on va commencer tout de suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition hivernale du Midi Startup Ingenious RDC. Merci d'être avec nous ce midi. Mon nom est Marie-Christine Boutin. Je suis coordonnatrice d'Ingenious à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. C'est moi qui vais animer cette activité ce midi. Ça me fait vraiment plaisir. Pour cette première édition des Midi Startup 2022, on va vous présenter le parcours entrepreneurial inspirant de Louis-Philippe Plot. Avant de commencer la présentation, je vais vous faire part de quelques petits points techniques très rapides. Volontairement, on a fermé vos micros et les caméras pour s'assurer vraiment d'avoir une discussion uniforme. La séance va être enregistrée aussi pour pouvoir la rendre disponible par la suite. Et si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat au bas de la rencontre, puis on va y revenir là, à la fin avec notre invité si le temps nous le permet. Donc, maintenant que les formalités sont faites, revenons à notre invité. Aujourd'hui, on s'entretient avec Louis-Philippe Plot, diplômé du baccalauréat en génie physique et étudiant au doctorat au Centre d'optique photonique et laser de l'Université Laval. Passionné par les sciences depuis son plus jeune âge, il a toujours su que cette passion ferait partie de son cheminement académique et professionnel. Depuis 2019, il est cofondateur de l'entreprise Lumière Laser, un leader dans la conception de lasers à fibre optique émettant dans l'infrarouge moyen, une toute nouvelle technologie avec des propriétés physiques révolutionnaires. La mission de l'entreprise, devenir le premier fournisseur mondial de lasers médicaux et mener de front une révolution laser dans tous les secteurs de l'industrie. Donc, bonjour Louis-Philippe. Tout d'abord, merci d'avoir Bonjour, accepté cette ça me fait plaisir. invitation. Là, tu as tout dit, j'ai plus rien à raconter. C'est facile. Il en reste en masse, je pense. On va commencer avec la première question, si tu veux bien. Oui, oui. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, tu es un passionné des sciences depuis plusieurs années. Tu savais donc très Oui. jeune que tu voulais faire une carrière. Par contre, à quel moment as-tu réalisé que le parcours d'entrepreneur était le chemin que tu souhaitais prendre? Eh bien, c'est une bonne question. Dans le fond, bon, c'est ça, l'amour des sciences, pour moi, c'est venu très jeune, là, je dirais probablement autour de la maternelle. Littéralement, là, la première fois que je suis rentré à la maternelle, c'était subdivisé en petits ateliers. Là, puis tu avais l'atelier des arts, l'atelier de construction, puis il y en avait un qui s'appelait l'atelier des sciences. Puis quand ma mère m'a amené à la maternelle la première fois, elle a dit hey, regarde, ça, c'est les sciences, ça, c'est le fun. Puis on dirait que ça a juste stické avec moi tout ce temps-là. C'est le premier atelier que j'ai fait. Puis après ça, je me suis intéressé à tout ce que c'était. Même au primaire, là, je lisais des livres sur Einstein. Je ne comprenais pas tout, mais c'est pas grave. Puis, pour répondre à ta question, quand est-ce que ça s'est transformé en intérêt entrepreneurial? C'est au courant de l'université. Au courant de l'université, bon, le bac en génie physique nous donne accès à plusieurs, je dirais, champs d'activité. C'est un bac qui permet de toucher à plusieurs disciplines qui sont liées à la physique et à l'ingénierie. Donc, je m'étais donné comme mission que j'utilisais mes stages de bac, disons mes étés par exemple, pour essayer différents domaines, pour voir qu'est-ce que j'allais aimer, qu'est-ce qui allait être ma spécialité, ce dans quoi j'allais faire carrière après le bac. Puis, en faisant ça, j'ai été en contact avec différents champs d'application où la science sert à aider les gens. Puis, c'est devenu important pour moi la question de est-ce que la science que je fais permet d'aider les gens. Donc, pas seulement faire la science pour approfondir disons, les connaissances de l'humain, mais surtout pour savoir est-ce que ça va aider quelqu'un concrètement. Puis, déjà à la base, je me suis dit, bon, il y a des sciences qui se prêtent mieux à ça que d'autres. Par exemple, j'ai été en informatique quantique, j'ai été en sciences biomédicales. Bien, pour moi, l'informatique quantique, c'était super intéressant, mais je pouvais voir avec les sciences biomédicales directement comment j'allais peut-être aider quelqu'un dans le futur avec ça. Sauf qu'à force de faire ça, il y a une autre réalisation qui est venue, qui est celle que même si tu fais la plus belle découverte de l'univers dans ton laboratoire, tu trouves une solution au cancer, peu importe, si ça ne devient pas commercial, si ça ne devient pas quelque chose que les gens peuvent échanger, acheter et vendre, ça ne servira à personne. Il faut que ça puisse sortir, il faut que ça puisse être exploité commercialement pour que ce soit utile. Notre société est faite comme ça. Donc, tout de suite, j'ai compris à ce moment-là c'était quoi l'importance de l'entrepreneuriat. Puis en regardant ce que moi, j'étais comme personne, ce dans quoi j'étais bon, je réalisais que peut-être que en fonction de mes propres capacités, le meilleur endroit où je pouvais me placer dans ce cheminement-là entre la découverte du laboratoire puis le commerce où elle est utilisée et employée, c'était justement à la frontière entre les deux. C'était d'être le gars avec le background scientifique qui était capable de prendre ce qui sortait de la science et de l'amener dans l'espace commercial pour qu'il soit utile. Donc, c'est ça que le rôle que je fais, je crois, comme entrepreneur dans un domaine scientifique. Et c'est ça qui m'a mené à l'intérêt de l'entrepreneuriat.
Super, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis justement, à travers ton parcours académique, c'est quoi les outils et les compétences que tu as acquises qui t'ont permis de te démarquer puis d'être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Oui, ben, il y en a plusieurs. Il y en a des académiques et des para-académiques, je veux dire. C'est sûr que, comme j'ai dit tout à l'heure, le génie physique, c'est quelque chose qui touche à tout. Donc, même si, par exemple, aujourd'hui, la majorité des tâches dans mon travail qui sont techniques, c'est moins moi qui les fais, surtout mes partenaires qui, à toute fin pratique, sont meilleurs que moi là-dedans. Mais ça reste que tout ce que j'ai appris d'un point de vue technique dans toutes les disciplines, que ça a rapport avec l'optique, l'électronique, etc., me permettent de tenir une conversation avec mon client pour comprendre pourquoi il a besoin de mon produit ou qu'est-ce qu'il fait. C'est quoi son champ de recherche à lui qui fait que c'est intéressant pour lui d'avoir un laser ou son application industrielle. D'être capable d'avoir ces fondements techniques-là, c'est essentiel après ça pour être capable d'aller comprendre ce que tout le monde fait et d'entretenir la conversation avec tout le monde. Puis sinon, je dirais qu'en dehors de tout ce cheminement-là technique, il y a certaines choses qu'on apprend à travers nos études, particulièrement les études graduées. Je dirais surtout maîtrise, doctorat, même si au bac, il y a certains professeurs qui vont mettre l'accent là-dessus. Puis ça, c'est les façons de communiquer efficacement la science, mais on peut transposer beaucoup de ces concepts-là dans la communication qui est plus commerciale au final, parce que tous les éléments qu'on apprend de comment maximiser le ratio signal-bruit dans une conversation, dans une présentation, c'est des choses qui vont nous permettre après ça d'être plus efficaces dans notre communication. Puis la communication, c'est à la source d'à peu près tout ce que je fais, mais je pense que à peu près tous les emplois, du moins tous les secteurs d'activité bénéficient d'avoir des bonnes capacités de communication autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça, je dirais que c'est une autre chose qui s'est transformée beaucoup chez moi à travers mon cheminement académique, les habiletés à communiquer. Puis je mettrais beaucoup d'importance là-dessus. C'est sûr que c'est une compétence qui est vraiment très importante, justement, en tant qu'entrepreneur comme toi, où tu as besoin d'aller vulgariser ton produit puis rencontrer beaucoup de C'est clients. ça. C'est sûr que c'est important. Si j'arrive et que je parle de ma thèse comme ça, pas nécessairement à 180 secondes, là, mais j'arrive et là, je déballe mes recherches scientifiques d'une façon que la personne devant moi ne comprend pas la valeur que ça apporte, par exemple, à son entreprise, c'est sûr que je ne ferai pas une vente. Puis c'est la même chose si on fait une entrevue pour avoir un poste quelque part ou on rencontre quelqu'un qui pourrait être un point d'ancrage de réseautage. Toutes ces choses-là sont toujours, toujours utiles parce que ton succès, finalement, vient toujours d'un autre être humain. Donc, il faut que tu puisses échanger avec l'autre être humain. Vraiment s'adapter pour être au même niveau de compréhension. C'est très important. Une autre question. En 2019-2020, tu as été un lauréat pour l'une des bourses Ingenius RDC en vol. De quelle manière l'entreprise a pu bénéficier de cette aide financière? Oui, ce que je trouve qui est beau avec ce programme-là, c'est que c'est du cash finalement. Puis pourquoi c'est important que ce soit du cash, c'est qu'il il y a beaucoup de programmes de subventions qui existent dans tous les paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, qui sont des subventions leviers. Donc, il faut que tu arrives et que tu mettes un pourcentage d'un projet. Par exemple, mettons que tu as une subvention qui te permet d'acheter un équipement, bien souvent, ils vont payer juste 50 Fait qu'il faut que tu mettes l'autre 50 Donc, le fait d'avoir du cash, ça permet de transformer ce cash-là en plus de cash en utilisant ces leviers-là. Dans notre cas, je dirais que comme on était à nos balbutiements là, avec les bourses Ingenius, on en a eu deux en fait. On a eu celle-là, puis on a eu la bourse Éveil juste avant. Puis, ça a été un excellent timing pour utiliser ça dans, je dirais, deux subventions principales, là. Il y a la bourse Mitax. La bourse Mitax, c'est la bourse qui me permet d'être étudiant au doctorat en même temps que je fais ça. C'est une bourse d'études, mais qui est financée par l'entreprise, puis qui a aujourd'hui un volet entrepreneur, donc qui est fait pour bien se marier avec l'idée d'avoir une entreprise qui bénéficie de tes propres travaux de recherche. Puis il y a les bons d'incubation du MEI aussi, qui est une subvention là, qui est 25 75 Donc, tu mets 25 du montant, tu reçois 75 en subvention, puis ça, c'est une subvention pour des honoraires professionnels. Donc, encore une fois, quand tu commences une entreprise, tu n'es pas beaucoup de monde, puis ton expertise est limitée. Donc, il faut que tu ailles chercher l'expertise que tu manques. Par exemple, moi, je n'ai pas de background en comptabilité ou en droit des affaires. Donc, en utilisant des bons d'incubation qu'on est capable d'obtenir en utilisant le cash d'Exgenius, ben, on est capable d'aller chercher toute cette expertise-là qui nous manque. Donc, c'est là, je pense, qu'on est capable d'avoir la meilleure valeur ajoutée avec ces bourses-là. Dans votre cas, ça a vraiment été essentiel justement pour Ça a aller été très chercher utile, d'autres subventions, d'autres produits. OK? Ben, c'est intéressant, c'est toujours le fun de voir où cet argent-là va. C'est intéressant aussi pour les partenaires et les gens qui ont envie d'appliquer. Maintenant, on va parler de ton parcours entrepreneurial. Quels ont été les programmes, formations ou contacts qui t'ont permis de développer ton potentiel et de te donner confiance en tes compétences?
OK. Il y en a beaucoup. Les principaux, par exemple. Les principaux. Tu as dit, bon, je vais commencer par les formations. Formation, c'est beaucoup, dans mon cas, des formations qui étaient données par Entrepreneuriat Laval. Pour ceux qui le savent, Entrepreneuriat Laval, c'est l'incubateur de start-up de l'Université Laval qui donne des formations sur à peu près tous les sujets. Moi, je m'étais inscrit. Le premier programme de formation avec lequel je me suis inscrit, c'était VIP. Non, excusez-moi, c'était le Pavel. Puis après ça, j'ai fait VIP3, mais j'ai fait le Pavel en premier. Puis ce qui était bien, c'est que ça donnait un aperçu, sans rentrer trop profondément dans les détails, ça donne un aperçu de différents sujets qui sont importants pour l'entrepreneuriat. Tu sais, bon, le marketing, la comptabilité, comment faire un pitch, etc. Puis, toutes ces choses-là, même si ça ne fait pas du tout de toi un expert dans ces choses-là, ça te permet d'aller chercher assez de connaissances pour être capable de tenir une conversation avec quelqu'un qui va travailler là-dessus. Donc, comme je le disais tantôt, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un avocat, mais je suis capable de tenir une conversation avec mon comptable, mon avocat, où on parle le même langage. Puis ça vaut pour beaucoup. Puis ce langage-là, à quelque part, il est universel. Tu vas voyager aux États-Unis, puis tu vas parler en termes de business, en termes de marge brute, de marge nette, blablabla. Alors, bon, ça, c'est très important. Puis je dirais que du point de vue des formations, là, en dehors du cheminement académique, c'est probablement le plus gros morceau qui a été fait là. Sinon, les contacts, ça, il y en a de toutes sortes. C'est autant des professionnels, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être d'autres entrepreneurs. Entrepreneur à Laval, c'est un bel endroit pour avoir des contacts parce que les conseillers qui sont là souvent ont une certaine expérience. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que quand on fait un programme, par exemple, ceux que j'ai mentionnés, Pavel, VIP3, on se ramasse en cohorte avec d'autres entrepreneurs. Puis, même si les autres entrepreneurs y apprennent en même temps que toi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils apprennent en même temps que toi. Donc, généralement, les défis que tu vis à un certain moment, ils vont les vivre en même temps que toi. Puis, ça vous permet d'échanger à un niveau qui est beaucoup plus proche. Donc, j'ai plusieurs personnes, je dirais, dans mon réseau qui sont des jeunes entrepreneurs, mais que comme ce sont des jeunes entrepreneurs, les choses, les défis que moi j'ai à résoudre, eux, ça fait pas longtemps qu'ils viennent de passer à travers ou ils sont en train de passer à travers en même temps que moi. Donc, on est capable de s'épauler de beaucoup plus près. Je dirais que ça, c'est dans les contacts les plus importants pour moi. Oui, ça doit être le fun justement d'être capable de vous soutenir entre vous, même si vous n'avez pas les mêmes projets, mais vous vivez les mêmes choses. Parce qu'on sait que les entrepreneurs, c'est un monde particulier où les défis sont vraiment différents. Ça doit être vraiment encourageant et inspirant d'être avec des gens. C'est motivant aussi parce que tout le monde est passionné. Donc, on se craint entre nous autres à être passionnés. Même si on fait des choses qui sont complètement différentes, l'entrepreneuriat, ça peut être une passion en soi, je pense. Donc, le fait d'avoir tous ces gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, ça nous booste le moral, ça nous donne envie de continuer à faire des efforts, à prendre des risques quand il faut, puis à travailler fort pour aller au bout de nos projets. Ouais. Parfait. Donc, là, justement, on parle un petit peu de ça, de bien s'entourer. En entrepreneuriat, c'est super important. Je vais continuer avec mon autre question. C'est important de s'allier avec des gens qui ont la même vision que nous. L'entreprise Lumière Laser a été mise sur pied par 4 cofondateurs qui avaient un petit peu la même vision. Est-ce que tu peux me parler de ton équipe et de leur rôle et responsabilités, chacun très brièvement, mais un petit peu pourquoi ces 4 personnes-là font la différence dans l'entreprise? J'irais à dire jusqu'à 5 fondateurs, en réalité, tu vas comprendre. En dehors de moi, mettons, c'est vrai qu'on est 4 fondateurs à Québec qui viennent de l'université. Donc, il y a moi, bien sûr. Il y a Vincent Fortin. Vincent Fortin, professionnel de recherche dans notre groupe de recherche à l'Université Laval depuis plusieurs années. Puis, c'est notre directeur de technologie. C'est quelqu'un que, si on demande à n'importe quel étudiant qui est passé par le groupe de recherche pour faire ses études, c'est qui que tu vas voir quand tu veux résoudre un problème au labo ou tu ne sais pas comment faire quelque chose, c'était lui qui avait la réponse. Donc, c'était vraiment une personne ressource extraordinaire. Puis c'est quelqu'un qui a une expertise très particulière dans ce qu'on fait, qui est habitué d'avoir les mains dedans, puis de savoir concrètement, en dehors là, d'être au-dessus, puis de regarder c'est quoi les objectifs qui font qu'on a un meilleur laser qui est plus efficace, etc. Tous les petits détails qui font que ça fonctionne, c'est Vincent. Donc, Vincent, je suis extrêmement, extrêmement privilégié de l'avoir dans mon équipe. Ensuite, il y a 2 professeurs, finalement, Réal Vallée, Martin Bernier, qui sont finalement les pères et les pionniers de cette technologie-là. Chacun a son apport particulier. D'un côté, Réal, c'est, je dirais, la personne qui, le plus longtemps, s'intéresse à l'infrarouge moyen dans les fibres au COPL. Puis, Martin, c'est quelqu'un qui, lui, avait fait, pendant son doctorat, qui, je crois, était sous la direction de Réal, mais je ne suis pas sûr, était plus intéressé au réseau de Bragg, qui est une des technologies clés là, des lasers lumière. Donc,
tout ça ensemble fait qu'on a cette expertise particulière-là. Puis bon, les professeurs ayant aussi des expertises connexes, par exemple, ils ont démarré d'autres entreprises par le passé. D'ailleurs, fun fact, mais Lumière, c'est à quelque part une reprise d'une idée d'entreprise que ces deux professeurs-là avaient eue il y a une dizaine d'années qui s'appelait Fiberlace. Bien, parce qu'ils sont passés par ce cheminement-là, ils ont aussi de l'expérience du point de vue gestion entrepreneuriale parce qu'ils sont familiers avec c'est quoi les étapes, c'est quoi les subventions à aller chercher, les processus, etc. Donc, ils amènent aussi une expertise là-dedans. Puis, même si sont professeurs à l'université, ils s'impliquent activement là, dans la gestion de l'entreprise. Puis, j'ai dit qu'il y a peut-être un cinquième fondateur. En réalité, c'est qu'on est en partenariat avec une entreprise française aussi, qui est notre fournisseur de fibre optique, parce que pour faire nos lasers en fibre optique, on ne peut pas prendre la même fibre que celle qui, par exemple, amène l'Internet chez vous. C'est une fibre optique spéciale, en verres spéciaux. Puis, il y a très peu de fournisseurs sur la planète qui sont capables de les faire. Donc, nous, on s'est allié notre fournisseur qui est en France, qui est une entreprise, puis qui s'appelle Le Verre Fluoré. Ils sont un membre fondateur de notre entreprise. Puis, parce qu'on a ce partenariat-là, ben, ça nous donne toutes sortes d'avantages de force particulières, autant au niveau du marché puis du coût d'approvisionnement que dans notre puissance de R&D. Je disais que j'ai 2 professeurs dans mon équipe, donc c'est sûr que le côté recherche et développement de notre entreprise est très fort, mais il est encore plus fort quand on sait que, par exemple, faire un nouveau laser à fibre, des fois, ça implique des changements sur la fibre optique elle-même. Donc, quand on a dans l'entreprise, en plus, la compagnie qui fabrique les fibres, bien, on additionne tout ça, ça nous donne une puissance d'innovation qui, à toute fin pratique, est inégalée. Ben, des avantages pour chacun des parties à ce moment-là. Là. Tout le monde Oui, en tire c'est ça. Puis nous, on vient valoriser cette fibre optique-là pour en faire quelque chose qui va atteindre d'autres marchés, puis qui vient montrer certaines des applications qu'on peut faire avec, qui sont des applications, je dirais, prestigieuses, parce que le médical, ça sonne toujours prestigieux. Dire, ah, mon laser s'en va dans l'œil de quelqu'un, ça sonne bien. Donc, ça fait une belle valorisation de leur technologie. Super. Puis on va continuer un petit peu avec ton équipe. Là, en plus des membres fondateurs, vous avez des employés qui contribuent à la mission de Lumière. Oui. C'est quoi les qualités que vous cherchez chez des nouveaux employés, stagiaires ou autres personnes qui joignent à votre équipe? Ça dépend toujours du poste occupé, mais il y a des choses qui sont omniprésentes. D'abord, parce qu'on est une petite entreprise, ça prend de la débrouillardise. C'est sûr que quand tu arrives et que tu te dis, ah ben, je vais faire le design mécanique ou je vais faire l'électronique ou je vais faire la gestion de tel dossier, mais c'est toi le boss de ce dossier-là parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, la responsabilité que tu prends, c'est un peu comme si tu étais le boss de ton propre département. Donc, ça prend de la débrouillardise, il faut être capable d'apprendre sur le tas puis de se débrouiller avec des choses qui, des fois, sont des inconnus. Parce que quand on est dans une grande entreprise, comme il y a beaucoup de monde qui ont des tâches variées, souvent, tu vas te ramasser avec un rôle qui est bien particulier. Tu n'auras pas nécessairement à toucher à ce qui entoure tes fonctions. Par exemple, tu vas designer un nouveau produit, ben, tu n'auras pas à être non plus la personne qui va le mettre en production ou qui va commander les pièces pour le fabriquer ou des choses comme ça. Tandis que quand tu es dans une petite entreprise comme nous, il faut que tu fasses tout. Donc, ça demande des fois de sortir de sa zone de confort, mais c'est certainement très, très instructif. Sinon, une autre qualité que je mentionnerais qui est importante, c'est la rigueur. Puis peut-être même au sens propre, je dirais même la finesse, parce qu'on travaille avec des fibres qui sont fragiles, là, donc ça demande. C'est sûr que dès que tu es une job, qu'il faut que tu sois au laboratoire, il faut que tu fasses preuve de dextérité. Les fibres optiques spéciales, là, c'est des choses qui cassent facilement, là, donc il faut vraiment là, être très précis. Là, c'est un peu comme de la chirurgie. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi, mais la rigueur en général, c'est important parce que, encore une fois, tu es le responsable de ton département, tu es responsable de ce que tu fais, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc, il faut que ce soit bien fait. Il faut que les gens soient très, très, comme tu dis, débrouillards, puis responsables aussi, sont autonomes aussi, j'imagine. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr que je dis ça, tout le monde est là pour s'entraider, bien entendu. On a un bel esprit d'équipe qui est dynamique, mais à la fin de la journée, there's only so much you can do in a day. Fait qu'il faut que les gens soient autonomes. Parfait. Puis justement, là, actuellement, vous avez combien d'employés supplémentaires à peu près dans votre équipe? Si on inclut les actionnaires, on est 8, mais là-dedans, il y a plusieurs personnes qui sont à temps partiel. OK. C'est ça. Voilà. Dans le fond, c'est que je dirais qu'à temps plein, il y a, mettons, 4 ou 5 personnes. Puis là-dessus, on rajoute des gens à temps partiel qui souvent sont des étudiants
parce que les étudiants ils sont formés dans le laboratoire à travailler sur le projet de recherche, mais dans des sujets qui sont connexes à ce que nous, on fait. Il y a toujours des recherches actives qui se font sur le sujet des lasers à fibre au laboratoire des deux professeurs que j'ai nommés plus tôt. Donc, les étudiants qui sont en train de faire cette recherche-là sont déjà habitués de manipuler la fibre, sont déjà habitués de faire certaines opérations. Donc, des fois, quand on a besoin de renfort, on va les engager à temps partiel pour venir faire des choses avec nous. OK. Fait que c'est vraiment un petit peu comme tu revenais tantôt, il y a beaucoup de complémentarité puis de partage de connaissances aussi. C'est intéressant autant pour chacun des parties. Oui. Super. Maintenant qu'on en connaît un petit peu plus là, sur le côté humain de l'entreprise, j'aimerais ça qu'on se dirige vers le concret du projet. Que tu me parles un petit peu plus du début de l'aventure. Quels enjeux problématiques vous avez eu à répondre? C'est quoi les objectifs aussi que vous aviez en lançant l'entreprise? Oui, c'est sûr que quand on fait de la recherche, souvent, un classique, là, quand tu écris une publication de recherche, là, parce que tu as fait un travail et tu veux graduer de ton doctorat ou peu importe, c'est que dans l'introduction, il faut toujours t'écrire pourquoi tu as fait ta recherche, pourquoi ça a été important de le faire. Puis, dans cette en-tête-là, c'est là qu'on va plugger toutes les applications qu'on pense que ce qu'on a fait va servir plus tard. Disons, mettons, mon laser, je l'ai fait à une longueur d'onde qui est absorbée dans les tissus. Bien là, je vais l'écrire dans mon introduction, c'est super intéressant pour le médical. Nous, c'est ça qu'on fait, on fait des lasers qui sont intéressants pour le médical. Mais, excuse-moi un petit peu. Mais, où c'est que je voulais en venir avec ça? Peux-tu reposer ta question? Je me suis perdu dans mes propres mots. Ça m'arrive. Dans le fond, là, je te demandais de me parler un petit peu du concret du projet, des débuts de l'aventure, des enjeux problématiques que vous c'est là que je voulais en venir, excuse-moi. C'est parce que c'est ça, dans le fond, la question de c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, c'est souvent en science, finalement, la notion, là où je voulais en venir avec mes introductions, tout ça, c'est qu'on peut parler ce qu'on appelle un technology push ou pull. Donc, pull, c'est on a vu un problème, puis on a développé une technologie pour le faire. Puis push, c'est on a développé une technologie, puis on lui cherche un problème à résoudre. Puis en science, souvent, ce qui va se ramasser, c'est qu'on ne fait pas nécessairement les choses en pensant à un problème. On fait une expérience, puis après ça, on lui trouve une raison de l'avoir fait, parce que des fois, l'expérience, ça sert à faire une publication, ça sert à battre un record, des choses comme ça. Donc, nous, si je devais choisir, je dirais qu'on est plus dans la catégorie push. Donc, on n'a pas starté, ces recherches-là ne sont pas nécessairement démarrées avec un problème. Ils se sont démarrées avec la question plus scientifique de est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Est-ce qu'on peut arriver à faire ces lasers-là? Mais avec les années, avec la technologie qui prend de la maturité, on s'est rendu compte que oui, on pouvait les faire, puis on pouvait les faire bien. Puis, ça donne, puis on n'aurait pas parti de compagnie sinon, qu'il y a des problèmes à résoudre avec ça. Et il y en a plusieurs, là, mais un des principaux à court terme qui nous intéresse, c'est vraiment dans le médical, comme j'ai mentionné plus tôt, parce que notre laser a des propriétés d'interaction avec les tissus qui sont particulières, des propriétés physiques qui font que le laser est très, très fortement absorbé dans les tissus biologiques. Puis quand il est très fortement absorbé, ça veut dire que si on fait une intervention, par exemple chirurgicale ou esthétique, qui requiert de découper, de faire une ablation de surface, eh bien, à ce moment-là, on est capable de le faire en disséminant beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de chaleur plus loin dans le tissu. On est capable de vaporiser en surface le tissu. Puis, ce que ça permet, c'est de générer moins d'inflammation. Un exemple de là où c'est utile, d'abord, on peut s'imaginer que pour n'importe quelle chirurgie critique, ça peut être important. Si je viens jouer dans ton œil, je viens jouer dans ton cerveau, ton oreille, etc., je veux minimiser l'inflammation parce que s'il y a des complications dans ces endroits-là, ça devient critique. À court terme, un des problèmes que notre entreprise essaie de résoudre, c'est celui de ce qu'on appelle le syndrome d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, en dehors de valoir beaucoup de points au Scrabble, ce que ça fait, c'est que, dans le fond, si on regarde le marché de l'esthétique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un segment de marché qui est en très, très forte croissance, c'est à coût de 20 par année, qui est celui du resurfaçage esthétique de la peau. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on utilise un laser pour enlever, par exemple, une tache de naissance, des dégâts dus au soleil, des fois même raffermir des rides. Et ça, c'est un marché qui est très, très fort, comme je le disais, en Amérique du Nord, en Europe. Mais quand on regarde sa répartition, on se rend compte qu'en Asie, il n'y a presque pas d'implantation de ce marché-là comparé aux autres continents. Fait que la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que les Asiatiques, eux autres, leur peau, ça ne les intéresse pas? Pas du tout. En réalité, c'est parce qu'ils ont une pigmentation plus forte à la base dans leur peau. Et ce que ça veut dire, c'est que leur peau aussi est meilleure pour générer de la pigmentation. Par exemple, si on a un ami là, qui est latino, ben, quand tu t'en vas au soleil avec lui, il va être bronzé la journée même. Tandis que moi, si j'y vais, ben, le mieux que je vais faire, c'est être rouge. C'est à peu près ça. Là. Parce que ma peau n'est pas bonne pour générer de la pigmentation en réponse à de l'inflammation, à un stimulus. La leur l'est. Fait que ce qui va se passer, malheureusement, c'est que si tu rentres chez le dermatologue, souvent,
Si tu génères de l'inflammation, puis c'est souvent le cas, en effaçant la tache, par exemple, sur le visage, ben, la peau réagit à l'inflammation, perd de la pigmentation et crée des taches sombres. Et ces taches sombres-là, des fois, ne s'estompent pas, même avec des crèmes. Donc, en Asie, ce marché-là est très peu implanté parce que qui veut rentrer chez le dermatologue pour se faire effacer une tache et ressortir avec une autre? C'est là que nous, on arrive. En étant 10 fois plus absorbé dans le tissu que le laser le plus populaire, on est capable de générer à toute fin pratique 10 fois moins d'inflammation. On est capable de faire ça sans générer les taches sombres. Donc, on est capable d'ouvrir l'industrie du laser esthétique au gigantesque marché asiatique. Puis ça, c'est pour ça que c'est notre focus à court terme pour l'utilisation de nos lasers. Super. Justement, là, dans un monde qui évolue vraiment rapidement, qui est en changement, votre vision s'est transformée, j'imagine, depuis le début de la création. De quelle manière elle s'est transformée? Tu parlais un petit peu justement qu'il n'y avait pas de problématique au départ, puis que vous en avez trouvé. Ça s'est transformé comment là, C'est sûr que la problématique, on la connaissait au moment de lancer l'entreprise, mais c'est, disons, pendant le processus, parce que dans le processus de lancer une entreprise comme ça, qui finalement est une spin-off de travaux universitaires, bien, il y a une bonne partie du raisonnement qui se fait en amont pendant la recherche universitaire. Même si je suis en train de travailler sur quelque chose qui me dit je veux faire, par exemple, un nouveau laser, je veux battre le record de puissance à une telle longueur d'onde dans la littérature scientifique, bien, j'ai toujours cette question-là en arrière de la tête de est-ce que ça pourrait être utile pour résoudre un problème? Puis quand on trouve le problème, bien, c'est là que ça justifie de lancer une entreprise. Parce que sinon, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison de lancer une entreprise tant qu'on n'a pas trouvé le problème qu'elle va résoudre. Là. Non, c'est certain. Donc, notre vision, comment est-ce qu'elle a changé? Pas tant que ça. Ce qui a changé, je te dirais, là, c'est que, bon, dans les dernières années, avec la COVID, il y a certains plans qui ont dû être décalés dans le temps. Je vais dire ça comme ça, les questions de pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais la vision générale de la compagnie, qui était de se lancer d'abord dans le médical, puis d'essayer de devenir un fournisseur très important dans le médical, celle-là est encore là depuis le début. Mais il faut dire, on est une entreprise très jeune. On a été lancé à l'été 2019, donc on a le temps de changer encore, on a le temps de se planter encore. Donc, Mais, vous êtes encore avec vos idées initiales mais pour l'instant, je dirais que fonctionnent bien. la vision est assez intacte à ce niveau-là. Parfait. On l'a dit tantôt, vous avez un partenaire qui est à l'international. Vous visez aussi d'aller à des endroits à l'international. C'est quoi le plus gros enjeu ou obstacle que vous voyez pour le surmonter? C'est beau de le mentionner qu'on fait des affaires à l'international parce que 100% de nos ventes sont à l'international. Peut-être que les Canadiens ne sont pas intéressés par nos lasers, donc je rigole, là. Mais à date, c'est tout le temps à l'étranger. Ça amène un des principaux défis, comme ta question porte sur les défis. Il y en a une que c'est les questions des exportations. Parce que c'est un laser, ça veut dire ça implique qu'il y a des contrôles à l'export dessus parce que le gouvernement veut vérifier que ce ne sera pas utilisé à des motifs militaires. Ça, en ce moment, je dirais qu'au Canada, on est un petit peu à la traîne là-dessus. Les délais sont très, très longs pour faire traiter ces dossiers-là. Il faut que tu fasses une demande à chaque fois que tu as un nouveau client. Puis, c'est assez opaque comme processus. Souvent, tu as un oui ou un non à la fin. Donc, il y a un problème qui est partagé, je dirais, par beaucoup d'entreprises en haute technologie au niveau des contrôles à l'export du Canada qui rendent compliqué des fois de faire du commerce avec certains pays, notamment la Chine. Mais sinon, au niveau des autres défis, les défis, c'est à peu près les mêmes défis que tout le monde en ce moment. C'est les questions de main-d'œuvre, de supply chain. Comme on est en forte croissance, on a besoin de gens, mais des fois, on veut avoir les bonnes personnes parce qu'on est une petite équipe. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre les mauvaises personnes, je dirais, là, à cette étape-ci. Donc, ça prend des gens qui sont qualifiés. Puis ça, c'est difficile à trouver là, dans le marché actuel. Oui, vous avez vraiment un produit de niche, fait que c'est pas tout le monde aussi qui peut appliquer. Là. Tu m'amènes à une question aussi, là, justement, tantôt tu parlais avec les mesures gouvernementales que des fois, les procédures, c'est difficile d'avoir un oui et un non avant de faire l'importation-exportation. Quand vous avez un non pour l'exportation, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites avec votre client? Est-ce que vous avez des procédures plus longues à faire ou c'est juste que le contact avec le client à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que ou, la bonne nouvelle, c'est que moi, je n'ai pas eu de nom jusqu'à maintenant, mais je connais d'autres entrepreneurs à qui c'est arrivé. Puis, généralement, ce qui arrive, c'est que tu perds ton contrat. OK. Puis, que vous avez... ouais. Oui, vas-y. C'est ça. Puis, c'est la taille du contrat en tant que tel n'a pas rapport avec ça. Tu sais, ça peut être peut-être que toute ton entreprise au complet repose sur ce contrat-là, mais tu vas le perdre pareil. OK. Puis ça m'emmène, là, on a eu une question dans le chat qui nous demandait votre première vente, c'est fait à quel moment? Votre première vente officielle?
Ça aussi, c'est une bonne question parce qu'il y a officiel et non officiel. Avant que l'entreprise existe, les labos de recherche à l'université ont le droit des fois de vendre des services ou de vendre des produits, mais mettons des prototypes à d'autres personnes. Donc, ça avait été fait dans d'autres groupes de recherche. Un des premiers acheteurs, des acheteurs les plus faciles pour un produit comme le mien, en réalité, c'est un scientifique, c'est un chercheur. Parce que lui, c'est pas trop important pour lui que le produit soit parfait, qu'il y ait toutes les garanties du monde dessus, même que s'il est ouvert et qu'il peut taponner dedans, il va être encore plus content. Puis, euh, c'est le marché, je dirais, le plus facile. Donc, les premières ventes, souvent, ressemblent à ça. Puis ça, il y en a eu avant même que la compagnie soit fondée. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau laser. Donc, un nouveau laser permet de faire des nouvelles expériences. Donc, des nouvelles expériences mènent à des nouvelles découvertes. Donc, il y a un intérêt scientifique pour ça. Une fois que la compagnie a été formée, probablement que faudrait que je vérifie mon timeline. Là, tout s'est enchaîné assez vite. On a fait, c'est ça, on a fait des ventes scientifiques. Notre première vente, ça a été aux États-Unis, un laser qu'on a vendu à une entreprise que je nommerai pas, mais c'était exactement comme je viens de le dire. C'était pour faire des recherches. Si on veut parler de nos premières ventes dans le médical, ça s'est fait, je dirais, en 2020. Puis là, à l'époque, c'était vraiment des prototypes pour tester, faire la preuve de concept. Donc, on savait que la compagnie voulait l'utiliser pour faire du médical. Ils nous promettaient qu'elle allait avoir des gros chiffres, des choses comme ça. Mais avant tout, il fallait vérifier que ça fonctionne. Donc, on avait vendu 3 prototypes pour qu'ils puissent tester que ça fonctionne de leur côté. Donc, c'était encore un peu scientifique, si on veut, puis on était encore en rodage. Donc, le produit a changé beaucoup depuis ce temps-là. Mais c'était ça, nos premières ventes, je dirais, c'était à peu près ça. Ça a quand même bien été aussi, mais comme tu dis, la compagnie a parti puis vous étiez déjà bien préparé. Oui, ça a été rapide parce par que la c'était suite, une là. idée qui mûrissait depuis longtemps d'avoir cette compagnie-là. Bien avant que moi, je sois au COPL, les professeurs avaient l'idée de faire une compagnie avec ça. Mais c'est sûr que, comme je disais, ça a bien été, mais il y a des coins qu'il a fallu arrondir, je vais dire ça comme ça. Là. Ça a été il y a un petit peu un procès d'essai-erreur sur certaines affaires pour toujours améliorer le produit pour qu'il fitte bien avec le client. Puis comme c'est le médical, les standards sont très élevés. Donc, le client, lui aussi, a des attentes très élevées. Donc, il faut être capable de se redresser. Puis, on ne connaît pas tout quand on commence une entreprise. On ne connaît pas toutes les normes qui existent. On ne sait pas si on va recevoir un courriel de la FDA le lendemain matin pour nous demander de faire une vérification sur quelque chose. Donc, on apprend à mesure, puis on améliore en continu. Puis, on est encore aujourd'hui, même si notre produit est beaucoup meilleur qu'il l'était la première année, on continue encore et encore d'investir beaucoup pour l'améliorer. Oui, ben, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, là, c'est toujours d'innover et d'essayer de rendre notre produit le plus optimal possible, là. Justement, si on se dirige dans l'avenir, c'est quoi les prochaines étapes de développement de l'entreprise? Bien, là, on est une entreprise qui est dans un laboratoire puis qui fabrique de façon artisanale, mettons, une dizaine de lasers par année. Il faut devenir une entreprise qui en fabrique ça. Donc, parce que là, il y a l'intérêt du marché. On a des carnets de commandes, on a de l'intérêt beaucoup. Fait qu'il faut être capable de répondre à cette demande-là. Puis ça, c'est un processus un peu de recherche en soi, parce que c'est de prendre des procédés qui ont été développés dans des laboratoires avec l'intention de rester dans le laboratoire, donc qui sont artisanaux, mais il faut les transformer en processus qui sont industriels, qui non seulement peuvent être faits à la chaîne, qui peuvent faire vite, mais qui peuvent aussi être faits facilement, pas par quelqu'un qui a un doctorat. Donc, puis il faut que ce soit des processus qui peuvent être contrôlés pour la qualité pour que le produit soit toujours pareil. Je dirais que notre grande étape en ce moment, c'est ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup de défis qui viennent avec le fait de faire ce scale-up-là. Oui, il faut améliorer nos processus, mais ça pose des défis au niveau de l'espace qu'on prend. C'est des défis au niveau des finances, de la main-d'œuvre, encore une fois, du supply chain. Donc, toutes ces choses-là rentrent dans le grand défi qui est de grandir notre production pour répondre à la demande. Parfait. Est-ce que vous avez commencé à regarder un petit peu pour un nouveau laboratoire ou On un commence nouvel à regarder. espace? Là, on a atteint en ce moment, on loue des locaux à l'université, mais on a atteint à peu près la limite de l'espace qu'on va avoir le droit de louer à l'université. Donc, on sait qu'il faut qu'on planifie une expansion. Donc, oui, on a commencé à regarder tranquillement là, où est-ce qu'on pourrait déménager, où est-ce qu'on pourrait s'installer à Québec. C'est encore en discussion. Je n'ai pas de scoop, malheureusement, sur où est-ce qu'on s'en va après. Puis un petit peu dans la même idée là, avec tes collègues, c'est quels sont vos objectifs à long terme pour l'entreprise? C'est là où tu m'as parlé de les prochaines étapes de développement, un petit peu ce qui vous attend, mais c'est quoi vos objectifs à long terme? Vers quoi vous voulez vous tourner? Est-ce qu'il y a d'autres produits, projets que vous voulez faire? Ou là, pour Oui. l'instant, c'est vraiment concentré?
Ah ben, on est concentré parce que c'est sûr qu'encore une fois, quand tu es une petite entreprise et tu n'es pas trop de gens, tu ne peux pas essayer. Il faut que tu sois focus. C'est vraiment important de se concentrer sur où est-ce que je vais aller puis je vais être capable de faire de l'argent. Puis une fois que tu fais de l'argent, tu es capable de supporter tes autres idées, là. Donc, on commence par être concentré là-dessus. Puis le médical, avec notre produit qu'on a en ce moment, notre laser CW, juste ça, il y a assez pour nous occuper pendant longtemps, je dirais, là. Mais à mesure que de la marge de manœuvre va se dégager, on est intéressé à prendre l'expansion dans d'autres secteurs du médical, d'autres types de chirurgie, d'autres types de sources aussi, même si c'est les mêmes longueurs d'onde, tu peux avoir des sources qui émettent des impulsions de différentes façons, qui permettent d'aller chercher d'autres champs d'application à l'intérieur du médical. Puis en dehors du médical, on a accès quand même avec notre technologie à tout un range de longueurs d'onde différentes. Puis quand je dis longueur d'onde différente, tu peux penser couleur, tu sais, rouge sur une longueur d'onde, bleu sur une longueur d'onde. Alors dans l'infrarouge, c'est la même chose, c'est juste qu'on ne peut pas les voir. Mais chacune de ces longueurs d'onde-là a des propriétés d'interaction avec la matière qui sont différentes. Parce que les molécules vibrent avec des fréquences de résonance. Donc, si ta lumière elle a la même fréquence, elle est fortement absorbée par la molécule. C'est le principe qui faisait, comme je disais tantôt, qu'on était fortement absorbé par les tissus biologiques. Mais c'est vrai pour un paquet d'autres molécules qui ont aussi leur bande de résonance à l'intérieur de ce que nous, on est capable de faire avec notre technologie, à l'intérieur de l'infrarouge moyen. Donc, on peut penser à détecter des polluants, on peut penser à façonner des plastiques, on peut penser à faire du marquage sur aliments, on peut penser à, il y a une fenêtre de transmission de l'atmosphère où il y a très peu d'absorption de la lumière par l'atmosphère. On pourrait aller chercher ça pour faire des lasers qui permettent de transmettre le faisceau sur des très grandes distances sans être absorbé, ce qui peut être intéressant pour les télécoms, pour le militaire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le futur. Les possibilités sont à toute fin pratique infinies, je dirais. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment plusieurs possibilités avec votre produit puis que ça peut se décliner en une multitude de choses qui peuvent servir vraiment à la communauté puis dans les entreprises. C'est vraiment le fun. Une petite dernière question là, avant de faire les questions en rafale. Quel conseil donnerais-tu à ceux et celles qui s'intéressent à l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas par où commencer? Il y en a plusieurs. Je pense qu'un des premiers, honnêtement, si je sais que je suis entrepreneur puis je ne sais pas par où commencer, probablement que ce que je disais au début, d'aller voir un incubateur comme Entrepreneur Laval, ça peut être une bonne idée. Parce qu'à la limite, ils vont être capables de t'orienter puis ils vont être capables de t'aider avec les autres éléments qui sont importants quand tu es un jeune entrepreneur. C'est d'abord de bien t'entourer, de bien cibler. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut que tu fasses en amont. Pour évaluer que ton projet d'entrepreneuriat est viable, il faut que tu fasses une idée de ton plan d'affaires, une idée justement des gens que tu vas aller chercher dans ton équipe ou du moins les besoins que tu as pour mener à bien ton projet. Je pense que des gens comme les conseillers d'entrepreneuriat Laval, ça peut être un bon endroit pour commencer. Donc, je commencerai avec un incubateur. Mais sinon, en règle générale, il y a plein de gens qui ont parti des entreprises en sachant rien, ils n'étaient pas à l'université où il n'y avait pas nécessairement un incubateur avec eux. Je pense que si on sait qu'on veut être entrepreneur puis on sait qu'on a un projet, des fois, la meilleure façon de savoir comment le faire, c'est de le commencer. Il y a un proverbe, là, c'est As you walk on the way appears. Puis c'est un petit peu ça. Quand j'ai commencé à faire mon entreprise, même si je n'avais pas eu toutes ces formations-là, je ne savais pas dans 2 ans c'est quoi que j'allais avoir à faire pour être capable de justement de passer à 10 à 100 lasers. Mais j'aurais été capable de dire la première journée, OK, ça me prend un endroit où opérer, il faut que j'incorpore, il faut que je me trouve quelqu'un qui va faire ça. Fait que ça, c'est un pas à chaque fois. Puis à chaque fois que tu fais le prochain pas, tu réalises que dans le fond, tu es en train d'avancer. Donc, souvent, juste le fait d'être dans le mouvement et le fait de commencer à faire les choses, les prochaines étapes se présentent d'elles-mêmes. Super. Par la suite, là, j'ai préparé quelques questions en rafale. Je t'invite à répondre vraiment spontanément à ce qui te vient en tête OK. le plus simplement. Donc, un mot pour décrire l'entrepreneur que tu es. Polyvalent. Bon. Parce que mais comme je disais, j'ai parlé que Génie physique, c'est un programme touche-à-tout du point de vue technique, mais moi, je suis un touche-à-tout en général. J'aime beaucoup m'intéresser à tout sauf ce dans quoi j'ai étudié finalement. Fait que j'aime ça en apprendre sur comment faire une marque de commerce, sur comment faire des états financiers, etc. Puis ça me permet, comme je le disais tout à l'heure, une de mes forces finalement à cause de ça, c'est d'être capable d'entretenir la conversation avec tous les professionnels puis de parler le même langage qu'eux autres. Puis dans ma position actuelle, je suis la personne que si personne d'autre dans l'équipe sait comment faire quelque chose, c'est moi qui vais trouver comment faire. Donc, mettons que le téléphone sonne, puis que c'est les douanes qui me demandent si le nouvel accord de libre-échange avec Donald Trump puis Justin Trudeau, est-ce que je suis couvert par ça? C'est moi qui trouve la réponse. Ou si c'est la FDA aux États-Unis qui me dit quelle dérogation au code blablabla est-ce que vous utilisez pour vendre vos produits, c'est moi qui trouve la réponse. Donc, c'est la polyvalence, je dirais, là, qui me résume le mieux comme entrepreneur en ce moment. C'est un super bel atout aussi que tes collègues ont. Je vais reformuler. C'est un bel atout que tu as pour
pour tes collègues, là, dans le fond, ça leur permet vraiment d'avoir une espèce de liberté, savoir qu'ils sont en sécurité, si tu veux, qu'il y a quelqu'un qui, mais pas en sécurité, mais dans le sens que ils ont confiance en toi parce qu'ils savent que tu vas pouvoir aller répondre aux questions puis d'être curieux, t'informer sur n'importe quel sujet. Là. Oui, puis, mais je peux être cet entrepreneur-là aussi parce que j'ai des coéquipiers en qui j'ai confiance, que je sais qu'ils vont s'occuper de tout le reste, puis que ça, c'est une grande qualité. On parlait tantôt là, de qu'est-ce que tu fais quand tu veux lancer une entreprise. Des fois, ça peut être deux étudiants, mettons, sont ensemble au bac. Un bon signe que tu as un bon partenaire, c'est que si, dans tes travaux d'équipe au bac, par exemple, tu sais qu'il va faire sa partie du travail, puis tu n'auras pas besoin de la relire. Ça, c'est important. Puis mes coéquipiers en ce moment, mes cofondateurs, c'est tous des gens comme ça. C'est des gens que je sais que je peux leur donner n'importe quoi, puis ça va être bien fait. Fait que parce que moi, j'ai cette propre sécurité-là, justement, je suis capable de faire mon rôle aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe là, d'arriver à ça. Super. Quel est ton rituel indispensable avant d'aller travailler? Je lis les nouvelles tout le temps, particulièrement les nouvelles internationales, je dirais les nouvelles des affaires aussi. Mais encore une fois, par exemple, juste la question des contrôles à l'exportation, ben, ça fait que si demain matin, je pensais vendre un laser, je vais dire de même, là, mettons que je pensais vendre un laser en Ukraine, là, puis que là, la Russie est aux portes de l'Ukraine, bien là, c'est sûr que ça lève un flag au bureau des exportations, puis que ma vente, elle risque de pas passer parce que là, ils vont faire un lien, regarde, il y a peut-être de quoi de militaire qui va se passer là-bas. Ça a toujours un impact, puis bon, c'est important. Je veux dire, on fait des affaires sur tous les continents essentiellement. Là, donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec les gens avec qui on discute. Sinon, ben, je regarde c'est ça, les nouvelles économiques, la bourse, ces choses-là, les tendances du marché. Ça me permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand je parle avec mon client et qu'il me parle de problèmes de nature économique de son pays, qui a une influence sur ses affaires, ben, c'est le fun quand moi, je suis capable de rentrer dans cette conversation-là avec lui et de savoir de quoi il parle. Super. Ben, un petit peu comme tu parlais tantôt aussi, même chose avec les professionnels que tu t'entoures. Tu es capable d'aller parler, par exemple, de comptabilité, même si tu n'as pas tous les termes, tu as au moins le bagage essentiel pour aller comprendre un petit peu la Mais base. ça va un peu beyond les nouvelles. Là. Ça, c'est ça. Il faut prendre le temps de faire des formations et des choses comme ça. Mais bon, quand on a un intérêt, c'est sûr que ça aide quand on développe un intérêt pour ces choses-là. Puis je pense que, par exemple, lire le journal des affaires, des choses comme ça peut développer ton intérêt pour les affaires. Oui, c'est certain. Qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport au chemin que tu as parcouru depuis la création de l'entreprise? Une combinaison d'un peu tout, tous les efforts qu'on met, les soirées qu'on travaille tard, etc., ça en fait pas beaucoup. Je pense que en y réfléchissant, la chose qui me rend le plus fier, finalement, les moments qui me rendent le plus fier, ce sont les moments où je suis le plus sorti de ma zone de confort, finalement, où j'ai le plus fait des choses avec lesquelles je n'étais pas du tout familier. Puis bon, là, je pourrais donner des exemples, là, mais par exemple, j'ai été en Israël vendre un laser. Il y a eu toutes sortes de problèmes qui sont arrivés parce que j'ai essayé de rentrer en Israël avec un laser. Ça fait d'excellentes histoires d'ailleurs. Mais le point, c'est que ça a été un séjour de 3 jours qui s'est transformé en séjour de 9 jours. Puis j'ai été tout le long dans ma zone d'inconfort. Il a fallu que je deal avec des choses, des problèmes que je ne pensais jamais avoir à dealer. Il a fallu que j'apprenne des phrases en hébreu pour être capable de parler avec un douanier. Il a fallu que je fasse ce genre de choses. Puis sur le coup, ça peut être stressant, mais en même temps, on en retire un grand sentiment de satisfaction après parce que quand on est placé devant quelque chose qu'on ne sait pas comment résoudre, puis qu'on réussit à passer à travers et à trouver la solution, ben, c'est toujours plus satisfaisant que d'être placé devant quelque chose qu'on sait déjà comment faire. Je dirais qu'en règle générale, en règle générale, c'est des histoires comme ça qui aujourd'hui me donnent le plus de fierté. Finalement, c'est les choses les plus difficiles qu'on a traversées. Parfait. Le plus important pour réussir en entrepreneuriat, selon toi? Eh boy. Excusez, il faut que je pense à ça un petit peu. Là. C'est propre à chacun. C'est sûr que... OK, je sais ce que je vais dire. Je vais dire que c'est important d'être passionné parce qu'à peu près toutes les autres choses vont souvent découler de ça. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être importantes. C'est important d'être focus puis de se concentrer sur sa tâche. C'est important de bien s'entourer. Mais si tu es passionné par ce que tu fais, généralement, puis d'être persévérant, etc., si tu es passionné par ce que tu fais, ben, tu vas avoir l'énergie pour le faire. Puis être passionné, ça va te donner l'énergie pour être persévérant. Puis être passionné, puis communiquer ta passion autour de toi, ça va t'aider à attirer les bonnes personnes avec toi. Donc, je pense que ça part de là. Je pense que fondamentalement, le plus important, c'est d'être passionné. Puis après ça, quand les choses sont difficiles, c'est ta passion qui va t'aider à passer à travers. Bien. J'aime ça. Je suis d'accord.
Donne-moi un point que tu aimerais améliorer professionnellement. Oui, il y en a plein, j'ai plein de défauts. Moi, Celui que tu aimerais d'abord, améliorer le plus, là. ben, il y en a quelques-uns. Vite de même, je suis quelqu'un qui est très cartésien à la base. Donc, des fois, je vais m'attarder sur des détails. Je fais rire de moi des fois là, parce qu'on fait des devoirs, des choses comme ça. Là, puis là, je focus sur un petit détail qui n'est pas vraiment important. Je pense que souvent, là, il faut être capable de tourner les coins ronds au bon moment. Puis des fois, j'ai de la misère à faire ça. Si c'était une entrevue pour une nouvelle job, je dirais que je suis perfectionniste pour que ça paraisse bien, mais en réalité, c'est un défaut. Ce n'est pas une qualité déguisée. Là. Puis sinon, dans mes défauts à moi, je dirais que des fois, je suis trop gentil, j'essaie trop de faire plaisir à tout le monde. Puis, ce que ça fait, c'est que des fois, il faut que je me fouette moi-même pour être efficace dans une négociation parce que des fois, je vais vouloir trop chercher la conciliance trop facilement. Là. Donc, ça, c'est un des points que je dirais que personnellement, j'ai le plus à travailler, là, c'est d'être capable d'être plus méchant. Je vais dire ça comme ça, sans être méchant, mais C'est ça, c'est quand même deux plus belles qualités, impitoyable. mais je comprends le sens que tu veux aller. C'est ça. Ça Super. Bien, merci pour ta spontanéité. Puis fait avant de plaisir. conclure, là, je vais regarder voir dans le chat si on a des petites questions pour toi. Attends un petit peu que je vois ça. J'en ai vu passer depuis tantôt, fait que je suis Oui, bien, curieux. c'est ça, je vais juste regarder. Là. J'ai Béatrice qui m'aide, qui fait un petit topo. Donc, il y a une question de Jacopo qui demande quand vous vendez votre laser à l'international, comme prototype, comment faites-vous protéger? Attends un petit peu. Comment faites-vous pour protéger votre technologie? Ben, c'est une bonne question. Je dirais que de notre côté, là, il y a trois principaux facteurs de protection sur notre technologie. La première, c'est le classique, les brevets. Les brevets, c'est la propriété intellectuelle. Dans notre cas, c'est des brevets qui sont licenciés par l'Université Laval parce que c'est des recherches qui ont été faites à l'université. Mais ça nous donne la protection pour dire que, du point de vue légal, au moins, ce ne sera pas facile de faire de la contrefaçon. Après ça, il y a le niveau savoir-faire. Ce qui est intéressant avec notre produit, puis c'est un petit peu la chance qu'on a, là, c'est que comme tout est à l'intérieur d'une fibre optique qui a, de surcroît est fragile puis bien packagée, si quelqu'un décide d'ouvrir le laser et de regarder à l'intérieur, il ne comprendra pas plus comment il est fait. Il va voir qu'il y a une fibre optique dedans qui est enroulée puis euh, qu'il y a certains électroniques, des choses comme ça, mais ça ne te dira pas comment faire les processus d'assemblage, d'inscription des réseaux de Bragg, comment fusionner des fibres optiques ensemble, des choses comme ça. Ça, c'est une expertise qui est pas unique, mais pas loin, qui est très rare, très difficile à trouver. Puis, tu ne peux pas faire la copie de notre produit sans développer cette expertise-là. Puis, développer cette expertise-là, ben, c'est basé sur le temps que nous, au COPL, ça a pris pour le faire, ben, ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Donc, ça fait que la contrefaçon est plus difficile. Puis, là, on a un partenariat avec notre fournisseur de fibres. Fait que c'est sûr que si jamais en plus, tu voulais avoir le même fournisseur que nous pour faire une copie de nos produits, tu risques de te faire claquer la porte au nez. Donc, ça, c'est notre troisième couche de défense. Super. Une autre question. Est-ce qu'il y a eu un moment de découragement dans le parcours qui t'a découragé? Est-ce qu'il y a un moment de découragement dans le parcours? Non. Non, tu n'as jamais été Non. découragé ou. Moi, ma première qualité, j'ai dit que c'était polyvalent tantôt. Ma deuxième, c'est la résilience. Je suis très difficile à décourager. OK. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile. Il y a des moments où ça a été difficile. Puis, il y a des moments, c'est arrivé plein de fois que je me suis dit que je n'étais pas assez bon pour le faire ou que j'y arriverais pas parce que j'avais trop de choses à faire ou que j'avais pas confiance que j'allais réussir à closer une conversation ou que j'étais dans une négociation très difficile avec quelqu'un qui était très difficile de discussion puis qui était pas loin de méchant, puis je me disais je serais pas capable de closer cette vente-là. Mais jusqu'à maintenant, on s'en est toujours sorti. J'ai toujours passé à travers, puis j'ai jamais eu un moment de découragement où je me suis dit ça y est, je suis prêt à tout laisser là. Jamais. Un petit peu comme tu disais tantôt, j'imagine que la passion puis l'intérêt que tu as envers ton entreprise, tu crois beaucoup en ton produit. Fait que ça doit aider aussi sur le découragement si tu crois Oui, beaucoup puis en ce que l'orgueil tu fais. aussi. Là. L'orgueil, ça aide. L'orgueil aide à pas être découragé. Super. Je fais un petit tour d'horizon encore. Là. On va pour ça. Un petit peu, je pense que j'en avais vu une autre passer. Oui, excuse-moi, j'en avais vu une autre ici. Quels sont les besoins en financement de lumière pour les 12 prochains mois? Est-ce qu'une levée de fonds en équité est à l'horizon? En ce moment, on se finance principalement sur nos ventes puis les subventions. OK. Au moment où on se parle en ce moment, on n'envisage pas de lever des capitaux privés, là, ou peu importe. Là. De la dette, oui.
Ça, il va en avoir sûrement. Mais pour l'instant, on n'envisage pas là, de financement dilutif. Super. Mais il faut. C'est quelque chose qu'on veut éviter le plus possible. Je pense que tout le monde, finalement, veut éviter d'en faire le plus qu'ils peuvent. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais. Mais en ce moment, on ne voit pas la nécessité ou le besoin d'en faire à court terme, du moins. Non, ça, dans votre développement, vous n'êtes peut-être pas rendu à cette étape-là. Parfait. Donc, Louis-Philippe, au nom de l'équipe d'Ingenius, un petit peu, là, il y a une petite question qui vient de rentrer. Comment fonctionne la négociation de licence avec l'université? Très bien. On jase avec, on jase avec le vice-rectorat à la recherche. Puis on explique pourquoi est-ce qu'on est intéressé par la technologie, pourquoi est-ce que. Faut que tu aies un plan. Tu ne peux pas juste dire je suis intéressé à commercialiser cette technologie-là, laissez-moi la prendre de façon exclusive ou pas, puis je vais partir avec. Généralement, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu dises voici les marchés qu'on vise, voici ce qu'on pense qu'on va être les redonner. Il faut que tu sois capable de donner de la substance. Là. Mais à partir du moment où tu as ça, en tout cas, de mon point de vue à moi, jusqu'à maintenant, l'université ont été très fair dans leur façon de négocier les licences. Puis ça s'est très bien passé. Parfait. J'ai une autre question. Ça rentre encore. Penses-tu que le génie physique permet d'avoir de plus larges possibilités d'entrepreneuriat technologique que les autres types d'ingénierie, vu qu'on touche un peu plus à tout? C'est une bonne question. Je pense que c'est la mauvaise question. Je pense que la première question, c'est qu'est-ce qui te passionne? Puis après ça, va avec le génie, par exemple, qui fait que tu vas toucher plus à ce qui te passionne. Parce que, tu sais, il y a différentes. C'est vrai qu'en génie physique, tu vas être le Jack of all trades, Master of none, sauf pour certains domaines. Par exemple, l'optique photonique, je suis prêt à dire que c'est de loin le génie physique qui est la place où aller si tu veux faire de l'optique photonique. Puis ça peut être intéressant si tu te ramasses dans une position où par exemple, justement, tu dois avoir des conversations techniques avec des gens qui sont dans différents domaines, où tu supervises une équipe qui est multidisciplinaire. C'est intéressant d'avoir touché à tous ces cours-là. Ça, c'est vraiment une force du génie physique. Mais si tu veux parler du point de vue de l'entrepreneuriat, je pourrais dire que probablement que les gens qui font du software, logiciel, informatique, ils ont une moyenne au bâton de plus d'entreprises par étudiant, mettons, là, que n'importe qui d'autre. Mais c'est juste un domaine. Fait que finalement, ma conclusion, c'est plus de faire le raisonnement inverse, c'est de décider c'est quoi que tu veux faire. C'est quoi le domaine qui te passionne le plus, puis après ça, de choisir ton génie ou ton programme d'études en fonction de ça. Louis-Philippe, au nom de l'équipe d'Ingenius et au nom de la Faculté des sciences et du génie, je tiens à te remercier pour le temps que tu nous as accordé ce midi. Ça me fait plaisir. Maintenant, je vais m'adresser un petit peu aux étudiantes et étudiants qui sont parmi nous. Si cette entrevue a éveillé ou alimenté votre désir d'entreprendre, je vous invite à visiter le site Ingenius sur le site de l'Université Laval, dans la section Faculté de sciences et génie. Vous trouverez toute l'information sur les activités à venir, les services offerts. Je vous rappelle qu'Ingenius fait partie de l'écosystème entrepreneurial de l'Université Laval qui regroupe plusieurs intervenants dédiés à votre développement entrepreneurial, qu'on offre plusieurs services et activités. Justement, là, si vous êtes en début de votre exploration de cet univers, je vous encourage à participer à la séance d'information Entreprendre par où commencer, qui est offerte régulièrement et gratuitement par notre partenaire Entrepreneuriat Laval. Puis avant de vous quitter, là, je tiens à remercier sincèrement nos précieux partenaires, soit RBC, Banque Royale, Exfo et M. Germain Lamonde. J'espère que vous avez apprécié l'activité. Merci d'avoir été parmi nous. Puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine édition du Midi Startup Ingenius RBC. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci.